Docteur Arsène, encore une fois, merci pour la présentation de ce rapport à mi-parcours. Et c'est vrai qu'il a terminé en m'interpellant sur la position du gouvernement, la position du ministère de la Santé sur la planification, le planning familial. En fait, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet et de répondre à ces préoccupations qui sont certainement aussi les vôtres, je voulais juste rappeler à tout le monde qu'on ne doit pas perdre de vue le véritable objectif et le cadre dans lequel tout ceci s'inscrit. En fait, tout ceci s'inscrit dans deux objectifs beaucoup plus importants et beaucoup plus globaux, que j'appellerais d'abord la vraie question, c'est le dividende démographique. Je crois qu'il faut remettre tout cela dans le contexte du dividende démographique et de la couverture santé universelle. Donc l'idée majeure qu'il faut vraiment essayer d'avoir, dans la mesure où les ressources dont on dispose sont toujours limitées, donc il faut simplement se dire, tiens, comment utiliser au mieux les ressources disponibles pour atteindre les objectifs qui sont, comment on accélère, comment on va très vite dans le dividende démographique, en y arrivant surtout très rapidement par l'espacement des naissances, et comment on y arrive vers la couverture sanitaire universelle, où on se dit chaque franc qu'on dépense, ça doit être de l'argent qui permet d'améliorer l'accès aux soins à la population. Et en se disant que dans la couverture sanitaire universelle, la priorité pour améliorer les indicateurs de santé de la population congolaise, c'est la santé de la mère et de l'enfant. Je crois qu'il faut vraiment ne jamais perdre de vue ces deux dimensions-là qui sont vraiment les vrais objectifs, et c'est par rapport à tous ces objectifs, ces deux objectifs, que nous devons chaque fois nous repositionner, chaque fois faire des arbitrages en termes d'allocation des ressources disponibles et qui sont limitées. Et c'est vrai que Dr Arsène étant dans le planning familial, il y aura toujours tendance à dire oui, mais moi ma priorité c'est le planning familial, mais je crois qu'il faut se dire non, il faut avoir une vision d'ensemble et se dire le dividende démographique, c'est ça la priorité, et la couverture sanitaire universelle. Alors pour aborder directement la question qu'il a abordée sur le gap de financement, je voudrais aussi attirer l'attention sur le fait que, bien sûr, le gouvernement a des engagements qu'il va respecter, mais je crois qu'il faut très rapidement sortir d'une logique de gap de financement. Je crois qu'il faut vraiment aller aussi dans une logique en se disant, oui, mais le gap de financement, il est là, il est tellement grand, je ne vois pas à court terme ou à moyen terme quel serait le miracle qui permettrait de combler ce gap. Donc ça veut dire qu'on doit se poser une autre question, c'est de se dire, avec les ressources disponibles, parce qu'il n'y aura pas plus de ressources disponibles dans les prochaines années, d'ici 2020, mais simplement de se dire, avec les ressources disponibles, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un meilleur résultat? Donc de se poser toujours la question, oublier le gap de financement, mais se dire, il y a dans le système, dans le fonctionnement actuel, un gap d'efficience. Donc on doit plutôt se poser la question sur le gap d'efficience et de se dire, tiens, comment améliorer les choses, comment avec les moyens disponibles faire mieux. Et de ce point de vue-là, moi je pense qu'il y a deux dimensions qui n'ont pas été assez approfondies. Moi, je crois que le premier élément, c'est dans la dimension, d'abord les objectifs, l'objectif 4. L'objectif 4, qui est en fait l'objectif sur la demande. Je suis vraiment étonné du fait que dans une question aussi fondamentale que le planning familial, qui est une question de comportement, qui est une question avec une dimension culturelle, qui est avec une dimension socioculturelle très importante, avec même un ancrage qui est lié aux croyances, que ce volet-là de la demande n'ait pas été, dès le départ, une priorité. En se disant, tiens, on aborde une nouvelle problématique dans un environnement donné,
je me dis, la problématique de la demande est vraiment fondamentale. Je crois qu'il est urgent de se consacrer, des budgets pour étudier la question des comportements, pour étudier la perception de la population, pour justement essayer de mieux comprendre quels sont les leviers sur lesquels on peut jouer pour que, avec les ressources disponibles actuellement, on puisse avoir un plus grand impact, on puisse toucher beaucoup plus de monde. Donc moi je pense que ça c'est pour moi déjà un des premiers éléments pour combler le gap financier, mais surtout essayer de toucher plus de monde. Je crois que ça nous permettra d'avoir un résultat et d'aller plus rapidement au résultat. Donc, et même si on veut réfléchir sur la pérennité de tout ce qu'on fait, il est vraiment urgent et capital de commencer à travailler aujourd'hui sur la demande. C'était un objectif sur lequel il y avait très peu de points. Pour moi, c'est prioritaire de commencer à travailler sur la demande. Parce que de notre côté, c'est cette demande qui permettra aussi de combler le gap de financement à payer des gens, ce que les gens sont prêts à payer. Et c'est cette propension à payer, la willingness to pay, qui fera que, oui, mais les personnes paieront aussi un peu de leur poche pour combler le gap de financement. Donc ça c'est vraiment pour moi un des éléments très très importants, il est vraiment capital et prioritaire de travailler sur la demande, sur toutes les dimensions culturelles, anthropologiques, donc sociologiques. Ça c'est vraiment important et ça nous aidera aussi justement pour savoir comment atteindre à quel message certains groupes stratégiques sont sensibles. On a parlé des adolescents, de la jeunesse, mais aussi des différentes catégories à travers le pays. C'est le problème aussi, la question de l'accélération dans le postpartum. Ça, c'est aussi pour moi un des éléments sur lesquels j'aimerais attirer l'attention, c'est si on veut des résultats rapides, ça c'est un groupe cible très très important. Je crois que chaque année, en République démocratique du Congo, il y a plus ou moins 3 millions d'enfants qui naissent, donc ça veut dire que de personnes qui ont eu une conception au sens large, il y en a certainement plus que 3 millions. Il y en a 3 millions qui naissent, mais il y a 4 millions qui ont peut-être plus qui ont eu un problème de conception. Si ces personnes-là sont considérées de nouveau comme une cible et qu'on se concentre sur ces personnes-là pour, déjà dans la consultation prénatale et postnatale, et qu'on prépare et qu'on en fait un groupe cible pour la planification familiale et l'espacement de naissance, je crois que de nouveau, rien qu'avec les budgets disponibles, il y a moyen d'atteindre et même de dépasser les objectifs qu'on a peut-être fixés et justement, de nouveau, c'est une façon d'être efficient et d'atteindre les objectifs, de dépasser les résultats sans nécessairement requérir à des financements supplémentaires. Et ça m'amène justement à dire aussi que cette question du planning familial ne doit pas être réduite à juste une question de commodité ou de contraceptif à mettre à la disposition de la population. Je crois qu'il faut vraiment avoir une vision beaucoup plus globale en se disant, même lorsqu'on parle de la loi au Parlement, je crois qu'il ne faut plus parler de la loi sur le planning familial. Il faut parler d'une loi sur la santé de la reproduction. Ça parle plus aux gens, c'est beaucoup plus positif et je crois que le débat ne devient plus un débat de contraceptif, de commodité, mais simplement un débat de santé de la reproduction. Et lorsqu'on parle de santé de la reproduction, une des priorités du gouvernement, c'est vraiment la santé de la reproduction, de la mère, de l'enfant, de l'adolescent. C'est ça dans notre plan stratégique, c'est là-dessus qu'on doit mettre vraiment un accent prioritaire, améliorer la santé au sens large de
la reproduction, la mère des enfants et l'adolescent. C'est dans ce secteur-là que les ministères, et en tout cas moi je vais me battre pour mobiliser davantage des ressources. Et dans ces ressources qu'on mobilise pour la santé de la reproduction, dans ces fonds qu'on mobilise, rien disponible, très vite offrir un accès à des soins de qualité accessibles à tous en limitant les barrières financières. Et c'est dans ce cadre de la santé de la reproduction qu'on a justement essayé de se dire, tiens, comment on met les questions donc de planning familial. Donc moi je mettrais la question de planning familial comme un des volets une des composantes du paquet de soins, du paquet de services qu'on doit mettre à la disposition de la mère, de la santé de la reproduction au sens large. Et si on procède de cette façon-là, c'est vrai que chaque franc disponible nous permet de faire un pas de plus vers la couverture santé universelle, mère et enfant, et ça nous permet indirectement aussi, dans la mesure où le planning familial est une composante du paquet de soins, de chaque fois faire des pas supplémentaires dans l'élargissement, l'amélioration de l'impact du planning familial. Ça, c'est un petit peu les éléments que je voulais échanger avec vous, vraiment en insistant sur le fait que je crois que le planning familial, c'est important, mais c'est une composante d'un objectif beaucoup plus large, le dividende démographique, couverture sanitaire universelle, où le premier pilier, c'est la santé de la mère et de l'enfant. N'oublions pas tout le travail sur la demande. Il est urgent de faire des études, vraiment de faire des enquêtes à grande échelle, avec vraiment des services spécialisés dans les études de comportement et autres. Si on prend par exemple la question des maladies cardiovasculaires, pays occidentaux, sur la réduction du risque cardiovasculaire. Mais cette réduction de risque cardiovasculaire, elle s'est faite pas en abordant la question en termes de gap de financement, comme s'il fallait subsidier les margarines et les polyinsaturés, et ainsi de suite, et l'activité sportive. Non, on l'a abordé en se disant, tiens, comment on change le comportement et le mode de vie des gens. Et c'est en se focalisant sur le changement du mode de vie qu'on a acquis aujourd'hui. Et à côté de cela, et c'est là que je vais arriver avec le secteur privé, sa contribution a surtout été à essayer d'offrir des produits, des médicaments qui permettent de répondre à ce besoin à un coût accessible. Donc par rapport à la requête de se dire quel est le rôle du secteur privé, je crois qu'on ne doit pas attendre le secteur privé et l'aborder en termes de sponsor, en demandant, en allant trouver aujourd'hui Vodacom en disant oui mais comment est-ce que vous réduisez le gap de financement, allez trouver il est là pour des éléments importants. Le secteur privé est déjà présent. Tout le réseau de distribution, quel que soit son niveau de performance, il existe déjà aujourd'hui. Donc toutes les pharmacies dans lesquelles on peut se procurer des contraceptifs. Donc ce réseau privé-là existe. Mais le marché va évoluer si effectivement la demande change, la demande devient plus exigeante, la demande devient plus consciente de ce dont elle a besoin, qu'elle est de plus en plus consciente des différentes formes d'outils de contraception. C'est vrai qu'alors là, l'offre aussi, le circuit de distribution va aussi changer. Et l'offre devra aussi se concentrer, ça c'est le service privé d'offrir des produits que les gens savent s'offrir. Vu le pouvoir d'achat des gens, vu les problèmes aussi de compliance, en se dire oui c'est difficile de prendre un médicament tous les jours, oui mais la pilule tous les jours, mais il y a d'autres formes. Mais c'est toutes ces études-là, en se disant tiens, quelle est la demande, quelles sont les attentes de la population qui feront que
le secteur privé et l'offre va aussi améliorer, devra moduler l'offre, et c'est ça qui permettra vraiment d'évoluer et de réduire les besoins qui existent et le fait que ce besoin n'est pas satisfait par une offre adéquate.